Leur père les a vendus comme du bétail. Mais un éleveur solitaire est apparu dans leur moment de désespoir et a ramené les 3 sœurs à la maison. Qu'a-t-il fait ensuite ? Il a tout changé. La poussière s'élevait au milieu du chemin de terre, aussi épaisse que de la fumée. 3 jeunes filles se tenaient côte à côte, les poignets liés par d'épaisses bandes de tissu. Le soleil brûlait leurs peaux fines tandis que leur père, Antonio, criait comme un vendeur sur le marché. 3 pour une pièce, 3 filles de la maison, de bonnes filles élevées dans la forêt. Qui donnera plus ? Yara, l'aînée, plissa les yeux pour retenir ses larmes. À côté d'elle, Joussara luttait pour ne pas pleurer. Rétinia, la plus jeune, tremblait comme si elle était malade. Toutes les 3 étaient sales, vêtues de vêtements déchirés et pieds nus. Des hommes sur le marché passaient, regardaient, riaient. Une vieille femme marmonna. Il n'a aucune honte. Antonio se retourna et montra sa ceinture. Silence, vieille femme. Je les ai soutenus jusqu'à présent, laissez-les se débrouiller. Les gens faisaient semblant de ne pas voir. Certains baissaient les yeux, d'autres croisaient les bras. Personne n'intervint. Puis un vieil homme s'approcha, grand, coiffé d'un chapeau de cuir usé et d'une barbe non rasée, monté sur un cheval. Sa chemise était déboutonnée jusqu'à la poitrine, et son regard était calme, comme celui qui avait enterré plus qu'il n'avait aimé. Je donnerais 19 pièces pour les 3. Sa voix couvrit le bruit du marché. Antonio détourna le regard et rit avec mépris. 19 pièces pour 3 bouches à nourrir, vous plaisantez ? L'homme ne dit rien de plus, sortit une bourse de sa poche et jeta les pièces sur le sol. Le bruit de leur chute fit taire tout le monde. Je les prends maintenant, dit-il d'une voix égale. Antonio cracha sur le sol, ramassa les pièces et ouvrit le chariot. Prenez-les et ne vous montrez plus avec elles. Si elles s'enfuient, c'est votre problème. Les filles ne comprenaient pas. Yara regarda l'homme dans les yeux. Il ne semblait pas cruel. Il y avait de la tristesse en lui, mais aussi de la fermeté. Il détacha soigneusement chaque poignet, les couvrit d'un tissu propre, prit Rétina et la plaça derrière lui sur le cheval. Puis il fit signe aux autres de monter. « Où nous emmenez-vous » demanda Joussara, presque en un murmure. « À la maison » répondit-il en tournant le cheval. Le voyage fut long. Aucune des 3 ne parla. De hautes herbes leur griffaient les jambes. Elles traversèrent des ruisseaux, des rochers, de vieux ponts en bois. Au sommet d'une colline, une maison simple apparut avec un porche en bois et un toit de travers. Dans la cour, 3 hommes attendaient en silence. « Cette maison est la mienne, et maintenant, elle est la vôtre », dit-il en descendant de cheval. Les 3 hommes s'approchèrent. Leurs visages étaient marqués par le temps, leurs mains fortes, et dans leurs yeux se lisait la même tristesse. « Ce sont mes fils, Joao, Benta et Tiago. » Yara prit la main de sa sœur. Les jeunes hommes ne sourirent pas, mais ne détournèrent pas le regard non plus. Le plus jeune, Tiago, semblait nerveux. L'homme prit une bouilloire sur le poêle et versa de l'eau sucrée aux filles. Puis il étala des robes propres, simples, soigneusement pliées. Personne ici ne bat ni n'emprisonne. Si vous voulez rester, restez. Si vous voulez partir, partez. Mais tant que vous êtes ici, vous mangez, dormez et n'avez à vous incliner devant personne. Dans la pièce, Joussara regarda autour d'elle. Le lit était en bois, avec un drap blanc. Dans le coin se trouvait un vase avec des fleurs séchées. Elle s'assit lentement. « Il va nous marier à ses fils », murmura Yara. « Je ne sais pas », répondit Yara en regardant par la fenêtre. « Mais il n'est pas comme notre père, ça je le sais. » Le lendemain, l'homme s'assit avec elle sur le porche, enleva son chapeau, se gratta la barbe et regarda le sol. « Je ne vous ai pas amené ici pour servir qui que ce soit, mais mes fils sont seuls depuis longtemps. Si vous le voulez et si vous sentez que c'est le vôtre, je veux voir cette maison pleine de famille. Seulement si vous le voulez, pas par la force. Non. » Yara regarda les jeunes hommes. Joao, l'aîné, nettoyait soigneusement l'écurie, Benta coupait du bois, Tiago dessinait quelque chose sur le sol avec un bâton. Rétina demanda « As-tu une femme ?» Il soupira profondément. « J'en ai eu une, mais la vie me l'a prise. Tout comme tout le reste en moi jusqu'à hier. » Elle ne comprit pas, mais Joussara comprit et déglutit. Cette nuit-là, Yara regarda le ciel. Les étoiles scintillaient lentement, comme si elle savait tout. Elle pensa à s'enfuir, pensa à pleurer, mais au fond de sa poitrine, pour la première fois, elle sentit quelque chose de différent. Ce n'était ni de la peur, ni de la tristesse, mais du doute. Et dans ce doute, elle remarqua qu'il portait non seulement le silence, mais aussi la culpabilité. Un après-midi, alors qu'elle étendait du linge, Joao passa et posa un sac de farine sur la table. « J'ai fait une tarte.
Elle est trop sucrée, mais Retinia pourrait aimer ça. Elle répondit doucement « Merci », et il partit. Le temps passa. Les jours dans le désert sont rudes, mais quand on vit en paix, ils semblent plus courts. La maison se remplit de l'odeur de la vie. Le porche était plein de rire. La cour était propre, leurs yeux devinrent plus calmes. Mais la paix n'oublie pas facilement la douleur. Un soir, Benta revint du chemin avec une expression sombre. Un homme me suivait dans le village, avec une cicatrice sur le visage. Il a dit qu'il cherchait 3 filles, et qu'il savait qu'elles étaient ici. Zeka se leva lentement de sa chaise, comme s'il portait le passé sur son dos. A-t-il dit des noms ? Non, mais il semblait tout savoir. Zeka regarda le sol pendant quelques secondes, puis le ciel orangé. S'il revient, nous parlerons, mais s'il vient avec de mauvaises intentions, nous ferons ce que nous avons à faire. Dans la maison, les filles savaient déjà que quelque chose allait changer. La paix qu'elles avaient trouvée ici était menacée, et personne ne savait si elle durerait un jour ou un mois de plus. Mais une chose était claire. Pendant ce temps, les 3 sœurs balayaient le porche et regardaient autour d'elles, essayant de comprendre cet endroit. C'était vieux, mais propre, petit, mais sentait la sécurité. « Je n'aurais jamais cru me sentir calme dans une maison avec un homme, » dit-elle. Jussara rit. Moi non plus. Retinia s'accroupit pour jouer avec un chat maigre qui apparut dans la cour. Pour la première fois, elle sourit. En fin de journée, Tiago apparut avec une assiette couverte d'un linge et l'offrit à Yara. « J'ai fait un gâteau de maïs, j'aime cuisiner. » Elle parut surprise. « Merci. Si tu veux, je peux t'apprendre. » « M'apprendre quoi ? À prendre soin des abeilles et à faire ce gâteau. » Yara prit l'assiette avec méfiance, mais hocha la tête en signe de gratitude. La nuit, quand tout le monde était dans sa chambre, Zeka prit un vieux cahier et griffonna quelque chose au fusain. C'était une liste. Elle avait 3 noms. Yara, Jussara, Retinia. À côté de chacun, il dessina un cœur et une croix, plia le papier, le mit dans un tiroir et éteignit la lampe. La nuit tomba sur la ferme, au son des grillons et à l'odeur de la terre humide. Et dans ce silence, pour la première fois, tout le monde dormit, sans craindre d'être réveillé par des cris. Mais personne ne savait que dans le village, quelqu'un avait vu Zeka emmener les filles. Et que quelqu'un ne voulait pas voir la paix, là où il y avait eu de la saleté. L'histoire des 3 sœurs ne faisait que commencer. Le portail en bois grinça tandis que Zeka le poussait de l'épaule. Le cheval entra lentement, comme s'il respectait le silence de ce coin du monde. 3 filles sautèrent du chariot une par une. La cour était sèche. Des canards erraient librement sur le sol. Et à côté du four extérieur, un vieux chien somnolait. « Vous pouvez entrer, » dit Zeka, en montrant la maison. « Personne ne ferme la porte ici. » Yara fit la première à franchir le seuil. C'était une maison en terre, simple mais rangée, avec un sol en terre battue et une odeur de bois. Le poêle dégageait encore de la chaleur, et dans le coin, une marmite en fer fumait. Retinia courut à l'intérieur, comme si elle fuyait le monde. Jussara s'attarda à la porte, hésitant. Joe rentra du champ avec une houe sur l'épaule. En voyant les filles, il s'arrêta, ne souriant ni ne disant un mot, mais ne se détournant pas non plus. Bientôt, Benta apparut avec 2 seaux d'eau, les posa sur le sol, s'essuya les mains sur son pantalon et hocha la tête. Tiago, le plus jeune, sortit de la forêt avec un fagot de bois sur le dos. Il avait des yeux sombres et calmes, observant tout attentivement. Zeka appela ses fils au puits. « Ces 3-là resteront ici. Elles ont été jetées dans le monde comme du bétail, mais ici, elles seront traitées comme des personnes. Si quelqu'un touche l'une d'elles, il me touche. Compris ?» Joe hocha la tête. Benta se détourna. Tiago regarda son père dans les yeux, comme s'il s'attendait à entendre cela. À l'intérieur de la maison, Yara examina la pièce où elle vivrait.
3 hamacs suspendus, un vieux coffre, une lampe, et c'était tout. Mais c'était l'endroit le plus décent où elles avaient dormi depuis la mort de leur mère. Avant de se coucher, elle regarda Joussara, qui s'endormait déjà, recroquevillée, et Rétinia qui rangeait le bord de sa chemise. « Il n'est pas comme notre père, murmura-t-elle. « Je sais, répondit Rétinia. Le lendemain, avant même le lever du soleil, Zeka était déjà debout, avait préparé du café et avait mis du pain de maïs et du fromage blanc sur la table. « Vous pouvez manger, personne ne vous frappera, dit-il, voyant les filles se recroqueviller au bord de la cuisine. Elles prirent la nourriture avec des mains tremblantes. Elles ne savaient plus ce que cela signifiait de s'asseoir à table sans regarder la ceinture accrochée au mur. Après le petit déjeuner, Yara proposa d'aider au jardin. Joussara fit la vaisselle. Rétinia joua avec une poupée faite d'un épi de maïs que Tiago avait laissé sur la chaise. À midi, tout le monde se réunit à l'ombre du manguier. La chaleur du désert était forte, mais ici, il semblait qu'un vent différent soufflait. Léger, comme si la maison respirait plus lentement avec des gens à l'intérieur. Zeka coupait silencieusement du tabac, assis sur un tabouret. Tiago aiguisait un petit couteau. Joao nettoyait ses bottes. Benta réparait une boucle en cuir. Les filles s'assirent sur le banc, ne parlant pas, mais écoutant attentivement. « Avez-vous toujours vécu ici » demanda Joussara. Zeka leva les yeux. « Après avoir perdu ma femme, je suis venu ici pour échapper à ce qui me faisait mal. Je pensais que je serais seul jusqu'à ma mort, et vos pères sont venus avec leur tristesse. L'aîné a enterré sa fiancée, le cadet a perdu son fils à cause de la maladie. Le plus jeune, le plus jeune n'a vu que de la tristesse à l'intérieur. » Le silence retomba, mais ce n'était plus le même. C'était un silence respectueux. Cet après-midi-là, Zeka appela Yara sur le porche. « Puis-je te poser une question ?»« Oui. »« Vas-tu rester ?»« Oui. »« Alors sache, si jamais tu veux épouser un de mes fils, ce sera par ta volonté, pas à cause de ce qui s'est passé hier. » Yara prit une profonde inspiration. « Et si je ne veux jamais me marier ?» Zeka sourit légèrement pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Alors tu resteras la maîtresse de maison, où chacun plante là où il veut récolter ?» Les jours suivants, le rythme de vie commença à s'établir. Les filles apprirent à utiliser le poêle à bois, à prendre soin des poulets et à s'adapter aux habitudes de chaque homme de la maison. Joao était silencieux mais juste, Benta était rude mais travailleur, Tiago était un mystère. Un après-midi, Yara le vit dessiner des fleurs sur le sol avec du fusain. « Tu dessines ?»« Je dessine ce que j'aimerais voir, comme ma mère qui sourit. » Elle s'assit à côté de lui, sans dire un mot. Le sol était chaud, le soleil brillait sur le mur de boue, et pour la première fois, Yara ne voulut pas s'enfuir. Mais elle ne savait pas que dans le village, des rumeurs circulaient déjà sur les filles qui avaient disparu avec un vieux fermier. Un homme, endetté et assoiffé de vengeance. Un homme qui croyait que les femmes n'étaient pas des personnes, mais des marchandises. Et pendant que la paix régnait dans cette simple maison du désert, de l'autre côté de la route, une ombre grandissait. Ce matin-là, l'eau du puits semblait plus froide que d'habitude. Yara détacha ses cheveux, prit un seau et appela ses sœurs. Elles s'approchèrent avec prudence, comme si même se baigner était quelque chose pour lequel il fallait une permission. Mais ici, personne ne leur commandait. « Lavez-vous, l'eau est propre », dit Joao, en passant avec un sac de sel sur l'épaule. « Il y a du savon sur la pierre, si vous voulez. » Yara hocha la tête, et il s'éloigna sans se retourner. Les 3 filles s'accroupirent près du puits, mouillèrent leurs cheveux, frottèrent leurs jambes minces, riant doucement à mesure que le froid devenait plus vif. Il semblait que toute la saleté des jours passés s'en allait avec la peur. Après le bain, elles mirent les robes simples que Zeka avait laissées sur le coffre. Elles étaient propres, repassées, sentant le savon de noix de coco. C'était peu, mais pour celles qui n'avaient eu que des chiffons jusqu'à hier, c'était presque un cadeau. Dans la cuisine, Joussara aida Tiago à préparer du pain. Il était silencieux, mais patient. Il lui montra comment pétrir la pâte, comment obtenir la bonne consistance de la farine. « Pourquoi fais-tu du pain ?» demanda-t-elle surprise. « Parce que ma mère adorait ça, et personne d'autre ne le faisait comme ça. » Joussara ne répondit pas, continua juste à mélanger soigneusement. Ses mains étaient petites, mais fortes. Rétina s'assit dans le rocking chair sur le porche avec le chat sur ses genoux. Elle ne parlait pas beaucoup, mais maintenant elle souriait plus souvent. Au moindre bruit de cheval, elle tressaillait encore, mais ne tremblait plus comme avant.
À la fin de la journée, Zeka apparut avec un tissu à la main. À l'intérieur se trouvait de la farine et de la viande séchée. Joussara ne répondit pas immédiatement, termina d'arroser le dernier lit et seulement alors se retourna. « Je veux bien, mais tu promets de ne pas disparaître quand la conversation deviendra sérieuse ?» Benta sourit, une rareté, et hocha la tête. Joao fut plus lent à s'ouvrir. Pendant 2 jours, il fut silencieux, allant et venant dans l'enclos. Ce n'est que par une nuit de pleine lune qu'il appela Rétinia sur le porche. « Je ne sais pas comment tu arrives à sourire autant après tout ça. Je te regarde et je vois ma fiancée, que j'ai perdue. Non pas parce que vous vous ressemblez, mais parce qu'elle aussi souriait, même quand le monde s'écroulait. » Rétinia se pressa contre son bras, avec des yeux d'enfant que le temps n'avait pas effacés. « Je peux sourire grâce à elle si tu veux. » Joao baissa les yeux, ému. « Je ne suis pas bon à ça, mais je promets d'essayer. » La semaine suivante, la maison se prépara pour un mariage. Il n'y avait pas de robe blanche, pas d'église, pas de prêtre. Mecca invita les voisins les plus proches, nettoya la cour, décora avec des feuilles de bananier et des fleurs sauvages. Les filles portaient des vêtements simples, leurs cheveux tressés avec des rubans colorés. Les garçons s'habillèrent de leurs plus beaux atours. Les alliances étaient faites de vigne et d'argent forgé, fabriquées par Tiago à l'aide d'une boucle de l'ancienne ceinture de son père. Le soleil battait fort lorsque Zeka parla sous le manguier. « Je n'ai pas de papier, pas de stylo, pas d'autorité, mais je crois en une parole donnée. Si vous promettez de prendre soin l'un de l'autre, alors vous êtes déjà mariés, quoi qu'il arrive, pour la vie. » Les gens applaudirent. Les baisers étaient modestes, les regards profonds. Il n'y avait pas de danse, mais il y avait des accolades. Il y avait peu de nourriture, mais il y avait du pain de maïs, du manioc cuit et de l'eau de la cruche pour tout le monde. La nuit, le feu de joie éclaira leurs visages. Les couples s'assirent ensemble, comme s'ils commençaient à comprendre qu'ils faisaient maintenant partie de quelque chose de plus grand. Zeka, fatigué, s'éloigna un peu et regarda de loin. Joao s'approcha de lui et s'assit. « Merci de ne pas nous avoir abandonnés. » Zeka hocha la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. « La vie est une chose étrange, mon fils. J'ai beaucoup perdu, mais il semble qu'à la fin, elle m'ait rendu ce dont je ne savais même pas que j'avais besoin. » Cette nuit-là, tandis que le feu crépitait et que le ciel se remplissait d'étoiles, personne ne parla du passé, de la douleur ou de l'oubli. Il n'y avait que de l'espoir. Et cela commença ici, sur cette terre sèche, avec 3 couples qui s'unirent non par contrainte, mais par choix. Là où il y avait eu des cris, il n'y avait plus que des rires. Là où il y avait eu de la vente, il y avait maintenant du lien. Mais le désert ne reste jamais tranquille très longtemps. Et pendant que tout le monde dormait, un cheval traversa la route dans l'obscurité, et un homme tenait un morceau de papier froissé dans ses mains. Dessus était écrit à la main le nom de Zeka, et une tache de sang dans le coin. La paix, comme toujours, était éphémère. Après la simple cérémonie dans la cour, les jours devinrent plus faciles. Un rythme différent s'installa dans la maison. Les couples s'habituèrent à la routine, apprirent les uns des autres, partagèrent l'eau du puits, le poids de la houe et les mots silencieux du désert. Yara partageait maintenant une chambre avec Tiago. La première nuit fut étrange. Ils dormirent dans des hamacs séparés l'un à côté de l'autre. Elle écouta sa respiration, sentant la chaleur de son corps immobile. Il n'y eut pas de contact, ni de précipitation. Seulement le respect de 2 personnes qui comprenaient la valeur de la confiance. Un matin, tandis que Tiago s'occupait des abeilles, Yara décida de ranger le coffre où il gardait ses dessins. Elle voulait séparer les feuilles propres des feuilles utilisées, peut-être en encadrer certaines pour le mur du salon. Au fond du coffre, elle trouva un autre cahier, plus ancien, avec une couverture en cuir et un fermoir usé. Elle l'ouvrit soigneusement. Les premières pages étaient griffonnées de gribouillis, mais à partir d'un certain point, il y avait des textes. Des lettres écrites d'une écriture dense, adressées à quelqu'un nommé Bélinia. « Bélinia, j'ai revu ton sourire dans mon rêve. Je me suis réveillé en pleurant. Le monde est plus gris depuis ton départ. Bélinia, aujourd'hui, j'ai essayé de dessiner ton visage,
mais ma main tremblait. Je voulais voir s'il y avait encore quelque chose de beau dans ce désert. Yara lut lentement, sentant le poids des mots. Page après page, Tiago parlait d'amour, de douleur, de nostalgie. Il racontait le jour où il avait perdu la volonté de vivre, la culpabilité qu'il portait et la peur d'oublier son odeur. Elle referma soigneusement le cahier et l'appuya contre le mur. Elle resta là un moment, regardant le sol debout, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Ce n'était pas de la jalousie, c'était une tristesse différente, comme si elle s'immisçait dans le chagrin de quelqu'un d'autre. Tiago entra, les mains sales de terre. « Tu fouillais dans le coffre ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, incertaine de parler. « J'ai trouvé ton cahier. » Il s'arrêta, son visage pâlit. « J'allais le jeter, mais je n'ai pas pu. »« Bélinia ? Ta fiancée ? » ?»« Oui, nous nous sommes rencontrés à l'école en ville. Elle est venue vivre avec moi ici. Elle est tombée malade après l'inondation. Nous n'avons pas eu le temps d'appeler un médecin. Elle est morte seule quand j'étais au champ. Je ne me suis jamais pardonné. » Yara baissa les yeux. « Tu l'aimes toujours ?» Tiago s'assit sur le sol, s'essuya les mains sur un chiffon et réfléchit avant de répondre. « J'ai tellement aimé que je pensais ne jamais pouvoir aimer à nouveau. Je pensais ne pas pouvoir regarder quelqu'un comme je la regardais, jusqu'à ce que je te rencontre. » Elle ne répondit pas immédiatement, le regardant silencieusement. Puis elle s'approcha et s'assit à côté de lui. « Je ne veux prendre la place de personne ni effacer ta douleur, mais je suis là et je veux rester. » Tiago posa doucement sa main sur son épaule, comme s'il tenait quelque chose de fragile. Il ne l'embrassa pas, ne promit rien, resta juste à ses côtés. Dehors, la vie continuait. Benta et Jussara plantaient du maïs dans une nouvelle parcelle. Retinia faisait des tortillas avec Joao, qui ne cachait plus ses sourires comme avant. Zeka s'occupait du poulailler, sifflant une vieille chanson dont lui seul se souvenait. Mais quand la nuit tomba, le ciel devint étrange. Des nuages s'amoncelèrent au loin, et un vent chaud commença à souffler. Par les fenêtres, Zeka sortit sur le porche et regarda l'horizon. Il sentit dans sa poitrine que quelque chose approchait. Ce n'était pas seulement un changement de temps. Joao sortit de l'enclos avec un morceau de cuir déchiré. Le portail était ouvert, et près de la forêt, il y avait des traces de chevaux. Quelqu'un est passé par là. Zeka ne répondit pas immédiatement, prit son fusil et le posa sur son épaule. Renforcez la clôture et dites aux filles de dormir ensemble dans la grande pièce cette nuit. Joao hocha la tête et partit. Dans la maison, Tiago avertit Yara. Benta avertit Jussara. Joao prit Retina. Les trois se réunirent dans une pièce, fermèrent la porte à clé et placèrent un banc contre elle. Elles dormirent, s'embrassant, comme dans l'ancienne maison, où la peur était normale, et l'espoir n'était qu'un rêve. Au milieu de la nuit, Yara se réveilla avec un vent fort. La porte grinça. Une ombre passa à travers la fente de la fenêtre. Elle se leva lentement, colla son oreille au bois. « As-tu entendu ça ?» murmura-t-elle à Jussara. « J'ai entendu. C'était près, très près. » Les trois dehors se turent. Pas un son, pas un chien, pas un poulet. Seulement le silence lourd de ceux qui sentent le danger. Yara alla à la fenêtre, ne vit rien, mais savait qu'il était là. L'homme cicatrisé n'avait pas oublié, et cette fois, il ne faisait pas que regarder. Il allait entrer et ne pas partir. Le jour commença étrangement. Le ciel était clair, mais l'air semblait lourd. L'odeur de l'herbe était plus forte, et le silence des animaux rendait tout plus tendu. Zeka se réveilla plus tôt que tout le monde, comme d'habitude. Il s'assit sur le lit, serra fortement ses mains et les plaça sur sa poitrine. Il sentit une étrange lourdeur, comme si quelque chose grandissait en lui. Il essaya de se lever lentement, mais ses jambes cédèrent. Néanmoins, il mit sa chemise, son chapeau et sortit s'occuper du poulailler. Il marcha, traînant faiblement les pieds. Quand Benta le vit, il fronça les sourcils. « Papa, tu vas bien ?»« Juste fatigué. L'âge. » Benta ne le crut pas tout à fait, mais n'insista pas. Zeka était un homme qui n'aimait pas se plaindre. Il préférait tomber debout que de s'allonger par faiblesse. Dans la cuisine, Jussara faisait du café avec Retinia. Tiago sortit vérifier les abeilles,
et Joao alla au village pour du sel. Yara frottait des vêtements dans une bassine jusqu'à ce qu'elle entende la toux sèche de Zeka depuis la cour. Elle laissa tout tomber et courut vers lui. Elle trouva le vieil homme assis sur une souche, courbé, les mains sur les genoux. Il ne s'arrêtait pas de tousser. « Tu es pâle, tu veux t'allonger ?»« Ça va passer bientôt, juste un rhume. »« Ça ne ressemble pas à un rhume, ça semble plus sérieux. » Zeka se leva lentement et retourna dans la maison. Ce soir-là, il ne dîna pas, assis silencieusement dans le coin. Son chapeau couvrait ses yeux. Il fit semblant de somnoler, mais entendit tout. Cette nuit-là, il eut de la fièvre. Il suait froidement et gémissait doucement. Yara se réveilla et appela les autres. Tiago plaça un linge humide sur son front, Retigna fit du thé de feuilles de goyave, Joussara s'assit près du lit, lui tenant la main. « Ce n'est pas juste de la fatigue, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Zeka ouvrit lentement les yeux. Ça grandit à l'intérieur depuis longtemps. J'ai fait semblant que rien n'allait, mais maintenant c'est difficile à cacher. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Parce que je voulais d'abord te voir en paix. Je voulais te voir vous aimer, vivre, prendre soin de la maison. Je voulais partir tranquillement, sachant que je laissais un foyer, pas le vide. Joao entra le matin avec un sac de sel et fut surpris par le mouvement dans la maison. Voyant son père au lit, il comprit tout d'un coup d'œil. « Je vais chercher un médecin en ville. »« Pas besoin, » dit Zeka faiblement. « Je sais ce que c'est. La maladie a déjà consumé tout mon corps. Le médecin ne me donnera qu'un papier d'adieu. Que devons-nous faire maintenant ? Vivez avec moi jusqu'à ce que je sois parti, sans larmes ni désespoir. Laissez-moi juste voir vos sourires, c'est tout ce que je demande. » Les jours suivants, la maison devint une veillée. Tout le monde se relaya pour prendre soin de lui. Zeka ne se levait plus, parlait peu, mais observait chaque recoin de la maison attentivement, comme s'il voulait tout se souvenir. Un après-midi, il appela Tiago et Yara au lit. Au fond du coffre, il y a une boîte, et dedans une lettre. Ouvrez-la seulement après mon départ. Arrête, papa, dit Tiago, les larmes aux yeux. Ce n'est pas un adieu, c'est la vérité. Il y a des choses que vous devez apprendre en votre temps. Joao refusa de quitter son père. Il s'assit avec lui, lisant des passages d'un vieux livre, même si Zeka s'endormait au milieu. Joussara changeait ses linges humides sur son front avec soin. Retigna lui peignait la barbe chaque soir comme si cela l'aidait à le garder un jour de plus. Par une nuit froide, Zeka demanda à regarder le ciel. Tiago et Joao le portèrent sur le porche, le couchèrent dans un hamac et le couvrirent d'une couverture. « C'est bon ici, murmura-t-il, regardant les étoiles. Je me souviens de la première fois que j'ai amené ma femme ici. Nous nous sommes assis comme ça, avons regardé le ciel et avons pensé « Combien d'enfants aurons-nous » La vie ne nous a pas donné le temps de tout accomplir. Mais maintenant, en vous regardant, je sens que quelque chose a fonctionné. Tout le monde se rassembla silencieusement. On n'entendait que le vent et le bruissement de l'herbe. Zeka ferma les yeux pendant quelques minutes. Quand il les ouvrit, un léger sourire flottait sur ses lèvres. « Vous savez que je vous aime ?»« Oui, nous savons, papa, » répondirent-ils tous ensemble. Il soupira, resta un peu plus longtemps, respirant lentement, puis demanda à retourner au lit. Tiago le porta dans ses bras. Le lendemain matin, il ne se réveilla pas. Il était allongé, les mains jointes sur la poitrine, un visage paisible, sans douleur, juste du repos. Le chagrin était silencieux. Des gens de la colline vinrent. Chacun apporta une fleur sauvage, une pousse de haricots, un morceau de pain de maïs. Zeka fut enterré sous le manguier, les pieds tournés vers la cour. Au lieu d'une croix, une pierre avec son nom gravé au couteau fut placée. Et la semaine suivante, malgré la douleur dans leur poitrine, la maison ne s'arrêta pas. Parce qu'il l'avait demandé, parce qu'il avait tout préparé. Parce que maintenant la maison était pour tout le monde. Et personne ne serait plus laissé pour compte. On sentait que Zeka était plus qu'un père pour tout le monde dans cette maison. La maison était silencieuse depuis l'enterrement de Zeka. Ce n'était pas le silence d'un lourd chagrin, mais un silence que l'on respecte. Chaque recoin de la maison détenait un morceau de lui. Le chapeau accroché au crochet dans la cuisine, la pipe oubliée sur l'étagère, le rocking chair vide sur le porche. Tiago s'occupait assidûment du jardin, et Yara préparait du pain de maïs comme Zeka l'aimait. Seulement maintenant, elle le laissait refroidir avant de servir, comme Zeka le faisait, pour économiser du bois de chauffage.
Benta réparait les clôtures de l'enclos avec plus de force que nécessaire. Au plus profond de la ferme, Benta aiguisait lentement sa machette. Tiago alluma la lampe dans la pièce. Joao nourrit le cheval, et le vieil éleveur décrivait quelque chose dans un vieux carnet, caché dans un tiroir éloigné. Les filles ne le savaient pas encore, mais cette terre, ce ranch, cette famille allait tout changer, et tout ferait mal avant de guérir. Des scènes dures, une véritable injustice et des rebondissements qui vous feront frissonner. Le lendemain, le soleil ne s'était pas encore levé, et Yara était déjà éveillée. Elle s'aspergea le visage d'eau d'un seau en fer, ramassa ses cheveux, et pieds nus, descendit à la cuisine. La bouilloire sur le poêle à bois fumait encore, mais personne dans la maison ne semblait être réveillé. Il y avait le silence de la forêt, un endroit où le temps passait lentement. Elle ouvrit la porte d'entrée et vit Zeka assis sur le seuil du porche avec une cigarette éteinte à la bouche et ses yeux perdus à l'horizon. « Levez tôt » dit-il sans se retourner. « Je n'arrivais pas à dormir. »« Je dors peu aussi. » Elle s'assit par terre à côté de lui, toujours incrédule, comme si elle ne comprenait pas si elle était dans un refuge ou un piège. « Pourquoi nous as-tu achetés » Zeka expira lentement. « Parce que vous avez été jetés dans le monde comme du bétail. J'ai trop vu pour faire semblant que ça ne faisait pas mal. Et maintenant, qu'allez-vous faire de nous » Il la regarda fermement. « Qu'est-ce que tu veux faire ici ? Cet endroit n'a pas de maître. Il y a des gens qui essaient de réparer ce que la vie a brisé. » Yara resta silencieuse. Le silence entre eux n'était pas lourd. C'était une conversation silencieuse de ceux qui portent des cicatrices similaires. Dans la maison, Retinia se réveilla les yeux gonflés. Joussara l'aida à s'habiller. « Tu crois qu'il va nous marier à ces hommes » demanda Retinia doucement. « Je pense qu'il veut que nous soyons proches, mais pas comme notre père. Il n'a pas un regard maléfique. » Dans la cour, Joao sellait déjà le cheval. Benta sortait avec une machette pour couper du bambou. Tiago restait plus réservé, s'occupant des abeilles au bord du champ. Pendant le déjeuner, tout le monde était assis à table. Joussara dit qu'il ne se calme que lorsque ses doigts commencent à saigner. Joao regarda longuement la tombe sous le manguier. Retinia apportait des fleurs fraîches tous les jours. C'était sa façon de continuer la conversation avec son grand-père. Mais la paix, comme toujours, était éphémère. Un matin, tandis que tout le monde était occupé, le son d'un cheval sur la route attira l'attention. C'était fort et confiant, quelqu'un qui n'avait pas peur de faire connaître sa présence. Benta alla au portail et vit un homme descendre de son animal, avec un regard qui ne laissait aucun doute. C'était le même homme qui était apparu quelques mois auparavant. Une cicatrice sur le visage, un large chapeau, un visage sévère. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient deux hommes armés, avec le regard de mercenaires, croisant silencieusement les bras. L'homme se dirigea directement vers Joao, qui était dans la cour. « Où est le vieil homme » Joao croisa fermement les bras. « Il est sous le manguier. Un homme honnête y repose. » L'homme rit sèchement. « L'honnêteté est une question de perspective. À mon avis, il me doit, et vous avez hérité de la dette. » Tiago s'approcha lentement par derrière. « Quelle dette ?» ?»« Une promesse. J'allais prendre une des filles. Il m'a trompé. Maintenant, je suis ici pour réclamer. Pas avec des mots, mais avec la terre. Cette ferme était à lui. Plus maintenant. » Yara apparut sur le porche.